Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afro Business. Un numéro qui va poser ses valises dans la ville de Bouaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, où nous retrouverons en seconde partie Rémi Ousoukwame. Il est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Il est également expert en éducation pour la carrière et en développement professionnel. Il nous entretiendra sur le type d'éducation adaptée pour de meilleurs débouchés et les formations adéquates pour les étudiants africains. Mais tout d'abord, regardons ensemble les difficultés auxquelles restent confrontés nos systèmes éducatifs et donc nos étudiants au moment même où le monde adapte son système aux réalités environnantes. Un élément signé Jean-Marie Onambélé. En 1960, les indépendances africaines réactualisaient la pensée qui veut qu'après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. L'école coloniale n'avait touché qu'une étroite frange de la jeunesse, juste ce qu'il fallait pour former les écrivains et autres auxiliaires de l'administration. Les élites accédant au pouvoir sortaient du moule de l'école, républicaine ou chrétienne, qui leur avait inculqué les valeurs et les manières de penser de la culture française jusqu'à ce fameux « nos ancêtres les Gaulois ». En 1960, pour les Africains, le défi était double, élargir la fréquentation scolaire et africaniser l'enseignement, ce dernier point posant la question du contenu et des orientations des enseignements et celle beaucoup plus complexe et éminemment politique de la langue de l'enseignement. En vrai, il n'existe pas encore d'école africaine, celle qui existe est importée. Il y a éducation et extraversion car on a l'impression que notre système éducatif en Afrique est tourné vers l'extérieur. Par exemple, le découpage de l'année scolaire est un vestige de la colonisation. Il n'y a pas de passerelle entre l'éducation à la maison et l'éducation à l'école. Il y a aussi une démission de l'État, des parents et des enfants eux-mêmes. Aujourd'hui, le rêve du développement par l'école et l'éducation n'existe plus. Et c'est grave quand on ne saurait se développer avec seulement les éléments exogènes. Depuis les années 1970 à nos jours, le taux de scolarisation est passé de 69,2% à 71,7%. En réalité, le taux de scolarisation a chuté car les États n'émettent pas les moyens financiers et matériels nécessaires, l'éducation n'étant pas considérée comme une priorité. Le phénomène de privatisation des écoles augmente la difficulté et seuls ceux qui ont les moyens de payer les charges peuvent accéder à une bonne éducation. Pour rappel, les jeunes représentent déjà 70% de la population africaine sans emploi. S'ils nourrissent l'ambition de transformer leur économie, les pays africains auront besoin d'institutions fondées sur le savoir, l'éducation et d'un atout indéniable que représente une jeunesse instruite et bien formée. Une planification proactive devient nécessaire pour garantir ce que l'on appelle les infrastructures douces, soit les soins de santé et le capital humain. Un capital humain qui se doit d'être bien formé. L'Afrique jouit de la population la plus jeune au monde. De plus de 200 millions de personnes sont des jeunes avec un âge qui varie de 15 à 24 ans et constituent plus de 20% de sa population, avec 40% des personnes en âge de travailler. Mais cette catégorie de personnes représente également plus ou moins 60% de chômeurs. Un problème complexe qui influe également sur l'emploi, désespérément à la recherche des compétences dans les différents domaines de la vie active offerts à ces débouchés. Récit d'une situation complexe dans un continent appelé à s'adapter aux conditions socio-économiques actuelles. Le problème du chômage jeune en Afrique est plus complexe que dans les autres régions du monde. La lente croissance des différentes économies du continent n'offre pas de possibilité de création d'emplois suffisants pour le grand nombre de diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Entre 7 et 10 millions pour un marché du travail qui ne peut répondre qu'aux besoins des 10% d'entre eux. Une situation plus alarmante encore ces dernières années. Plus de 13 millions de chômeurs ont été enregistrés en 2022. Des diplômés dont l'un des problèmes, sinon le principal, serait, selon les experts, le choix des filières moins professionnelles en lieu et place des formations techniques. Il faudrait, pour résorber le problème, identifier les causes fondamentales du chômage jeune, notamment l'absence de structuration du marché de l'emploi et la faiblesse des niveaux de compétences que seule la formation professionnelle ne peut résoudre. Autre problème, l'essoufflement de la croissance, les coûts du travail élevés ou des demandes de salaire non réalistes de la part des jeunes qui, pour la plupart, s'exilent dans les grandes villes dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions de vie.
Des problèmes auxquels sont cependant proposées quelques solutions comme le développement de la formation, l'éducation continue avec un accent sur la formation professionnelle. Beaucoup de pays sont également appelés à s'engager véritablement sur la voie de l'industrialisation. Les investisseurs locaux et étrangers restent un atout majeur pour de meilleurs débouchés. Et pour comprendre l'inadéquation système éducatif, taux de chômage, emploi et manque de main-d'œuvre qualifiée, nous avons discuté avec Rémi Oussou-Kwame, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara et expert en éducation pour la carrière et le développement professionnel. Nous sommes revenus avec lui sur les difficultés actuelles des systèmes éducatifs du continent africain, sur les systèmes les mieux adaptés au développement de l'Afrique, pour un meilleur développement économique et professionnel avec plusieurs propositions d'amélioration de ces systèmes éducatifs aux sources de richesse. On regarde et on se retrouve juste après. Alors, bonjour Rémi Oussou-Kwame et merci de nous rejoindre sur Afro-Business. Bonjour madame. Revenons sur une éducation africaine avec des débouchés professionnels sur le continent africain. Selon vous, quelle éducation sied le mieux à nos apprenants d'aujourd'hui sur le continent africain pour de meilleurs débouchés, notamment dans le futur? Merci beaucoup. Je crois que le système éducatif tel qu'il est appliqué aujourd'hui n'est pas du tout non seulement conventionné, mais ça ne correspond pas à nos besoins réels. Je dirais que pour vraiment prendre la mesure des choses, il faut aller à la base. Il faut savoir ce pourquoi on forme les enfants. On les forme pourquoi? On les forme pour quel but? Quel est l'avenir? Du moins, quel est l'objectif que nous visons en formant les enfants? Et on les forme pour les mettre à la rue ou bien on les forme pour qu'ils soient utiles à leur pays? C'est déjà à cette question qu'on doit chercher à répondre. Et si on les forme pour qu'ils soient utiles à leur pays, il faut qu'on les forme de sorte qu'ils puissent utiliser, non seulement acquérir des compétences, mais qu'ils puissent utiliser ces compétences-là dans des secteurs bien définis, bien déterminés. Je pense que c'est déjà, ça donne déjà le ton pour le débat ou bien pour les questions sur l'éducation. Alors vous parlez justement de secteurs précis. Quels sont justement les secteurs à développer ou à étudier pour un meilleur avenir de nos jeunes apprenants? Merci beaucoup. Je pense que dans ce cadre-là, on pourrait parler de beaucoup de choses parce que généralement, dans les pays comme les pays africains où l'agriculture est vraiment dominante, il faut penser à créer un peu des chaînes de valeur dans ce sens-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas retourner à la terre parce qu'on se dit que peut-être c'est salissant ou bien c'est dégradant. Mais non, la terre peut apporter beaucoup de choses. Mais dans tout ça, il faut que les autorités s'investissent beaucoup. C'est eux qui doivent amener soit les jeunes à s'orienter dans ce secteur ou bien à pouvoir être coachés, à pouvoir être accompagnés, à pouvoir être financés pour qu'ils puissent adonner un peu au secteur agricole. Sinon, je pense que si on forme les gens de telle sorte qu'on leur fait comprendre que c'est en ville ou bien c'est à la fonction publique qu'ils peuvent avoir un emploi, ça va être vraiment difficile. Sinon, l'État peut employer combien de personnes? L'État peut engager combien sur des milliers de diplômés qui sortent chaque année? Donc, il s'agit pour l'État de créer les conditions pour que le secteur agricole particulièrement soit valorisé. Alors, M. Kwame, vous parliez tout à l'heure de la situation actuelle, notamment les mouvements et les moyens qui sont mis à disposition qui malheureusement ne permettent pas d'approfondir davantage ces systèmes éducatifs qui coûtent peut-être beaucoup trop cher. Êtes-vous de cet avis? Excusez-moi, il y a eu une petite coupure, je n'ai pas bien entendu la question. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Monsieur Kwame, je disais que beaucoup parlent de la situation actuelle, notamment le manque de moyens pour permettre à nos jeunes apprenants d'approfondir leurs connaissances. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, je pense qu'il faut les orienter, il faut les former de telle sorte qu'ils puissent déjà comprendre, qu'ils prennent conscience que il faut déjà commencer à se former à l'emploi qu'on va faire lorsqu'on est encore à l'école, en fait. Il ne s'agit pas de former les gens pour les former ou bien de ne pas leur donner les armes pour qu'ils puissent quand même se défendre lorsqu'ils auront fini leur formation. Déjà, sur les bancs, il faut les préparer à l'emploi, en fait. Il faut déjà leur faire prendre conscience que leur avenir non seulement dépend d'eux, mais dépend de leur diligence
leur aptitude à pouvoir décrypter un certain nombre d'insuffisances de leur environnement. Parce que si on les forme en les maintenant un peu dans l'idée ou bien dans la situation qu'ils seront employés à la fin de leur formation, ça ne marchera jamais. Déjà, en le formant, il faut le responsabiliser. Il faut ouvrir ses yeux sur un certain nombre de choses qui vont faire qu'il va commencer déjà à ce niveau-là à prendre ses propres responsabilités afin de grandir et d'affronter le monde du travail lorsqu'il aura fini. Alors, à vous entendre, est-ce qu'on pourrait associer les éducations traditionnelles et modernes, puisque depuis le début, vous ne parlez que des métiers manuels, par exemple? Absolument, absolument. Je pense que le débat qui se pose généralement, c'est l'école qui est supposée être moderne et l'éducation traditionnelle qui est beaucoup plus axée sur l'apprentissage pratique. Je pense que d'une façon comme d'une autre, les deux ne s'excluent pas en fait. Mais c'est que on manque de vision lorsqu'on forme les enfants. On les forme pourquoi? Parce que même si on leur donne la pratique, mais tant qu'on ne leur fait pas prendre conscience qu'on les forme peut-être pour jouer un certain nombre de rôles, un rôle spécifique, ça va être difficile qu'ils puissent s'intégrer lorsqu'ils auront acquis cette formation-là. Déjà qu'en amont, je dirais qu'en amont aussi, il faut créer les conditions pour une certaine économie dynamique. Aujourd'hui, même si vous avez des diplômés en aéronautique que vous n'arrivez pas à les mettre en pratique, si vous n'arrivez pas à leur faire fabriquer des avions, cette formation aura été inutile. C'est-à-dire que les deux doivent aller de pair en même temps qu'on forme les individus. Il faut créer aussi des conditions en amont pour que ces individus puissent jouer ce rôle qu'ils sont appelés à jouer plus tard dans la société. À entrer dans les détails de vos différents développements, on penserait que la croissance future de l'Afrique dépend de l'éducation qu'on donne actuellement à la jeune génération. Oui, je pense que la croissance de l'Afrique dépend en grande partie de la jeune génération, comme je l'ai dit, parce que la jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est ceux qui représentent demain, c'est ceux qui vont tenir les rênes du pays demain. Donc, cette génération-là doit être très bien formée afin qu'elle puisse quand même prendre ses responsabilités comme il le faut. Sinon, si elle est mal formée, je pense que ça va vraiment, vraiment hypothéquer cet avenir-là. Avec ce que nous voyons aujourd'hui, ce sera vraiment difficile qu'on trouve des jeunes qui puissent quand même plus tard peut-être défendre vaillamment les intérêts de l'Afrique. Parce que tout part de l'éducation, tout part de la formation. Et aujourd'hui, avec ce que nous voyons et que nous déplorons d'ailleurs, ce sera vraiment difficile que cette jeunesse-là quand même puisse jouer ce rôle-là valablement. Alors, quels pourraient être aujourd'hui les dangers de poursuivre l'éducation européenne, si je peux appeler ça comme ça? Oui, les dangers, c'est que d'abord, non seulement je ne dirais pas abrutir les enfants, mais on leur fait apprendre des choses qui sont bien quand même pour eux, même dans leur propre formation, mais ça ne leur sert à rien lorsqu'il s'agit de jouer un rôle professionnel avec, puisque quelqu'un qui a un pasteur, il va s'asseoir à la maison. Il est obligé peut-être de gérer des cabines ou bien de faire des emplois qui n'ont absolument rien à voir avec sa formation initiale. C'est comme si on avait perdu du temps, on avait perdu non seulement son temps, mais on a dépensé inutilement de l'argent sur lui, puisqu'on n'arrive pas à l'utiliser. Alors que le but initial, ce n'était pas ça. C'était de pouvoir le former et de l'utiliser afin qu'il soit productif pour non seulement pour sa société, sa famille et même pour ses parents. Mais tel que nous faisons aujourd'hui, tel que nous procédons aujourd'hui, c'est une grande perte pour tous. Non seulement l'individu même perd, la famille perd et l'État aussi perd. Donc, il s'agit de remédier à cela. Il faut y remédier. Il faut y remédier, former les individus pour qu'ils soient utiles. Sinon, à la longue, au-delà même de ces peuples dont je viens de parler, c'est une crise sociale que nous sommes en train de préparer, en fait. Une crise majeure que nous préparons d'ailleurs. Alors, l'Afrique est le continent qui se développe le plus rapidement possible à travers le monde. Aujourd'hui, on parle de pratiquement 17% de la population mondiale, un chiffre qui sera multiplié par 2 selon les chiffres onusiens d'ici 2050. Alors, Monsieur Kwame, quels sont à ce stade les besoins pédagogiques réels du continent africain? Oui, je pense que la population africaine, non seulement grandit vite, s'accroît rapidement. En Côte d'Ivoire, par exemple, on parle de taux d'accroissement naturel de 3%, ce qui est énorme.
Et je pense que si en 2050, on parle d'environ 34%, je pense que ce sera vraiment énorme encore. Et le problème, c'est qu'en Afrique, généralement, on ne cherche pas à anticiper, en fait. On attend d'être en face des problèmes avant de réagir. Alors que c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir aux problématiques des jeunes, problèmes d'emploi, problèmes de formation, problèmes de logement, problèmes peut-être d'émancipation, etc., etc. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à ça. Il ne faut pas attendre 2045, 2050, ce sera déjà tard. On sera déjà en train d'affronter les crises dont je parlais tout à l'heure. Donc, il s'agit déjà de commencer. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, on comprend que ça va se poser 2 fois plus. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer déjà à anticiper ces problèmes en y réfléchissant, en trouvant des solutions quand même durables afin que la société se stabilise. Sinon, je ne veux pas être pessimiste, mais on va droit dans le mur, en fait. Que vous avez une vision commune à l'éducation africaine ou des écoles typiquement africaines pour ce développement futur dont on parle? Oui, je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et tout, on ne peut pas parler d'éducation typiquement africaine, en fait. On peut copier sur les autres. On peut prendre un peu ce qui est bon chez les autres et faire en sorte de pouvoir l'adapter ici. Mais je m'appuie un peu sur l'expérience que j'ai eue aux États-Unis, 2018-2019. J'ai eu l'une des plus prestigieuses bourses du gouvernement américain qu'on appelle le Hubert H. Humphrey Fellowship. Ça m'a permis de faire environ 6 mois, 10 mois aux États-Unis en tout, mais 6 mois à l'Université de Pennsylvanie au service des carrières. En fait, il s'agit déjà de préparer l'individu pendant qu'il est encore sur les bancs. Il faut le préparer à l'emploi. On ne le forme pas parce qu'il faut le former, mais il faut le préparer à ce rôle futur. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut pouvoir bien orienter l'étudiant. Par exemple, quelqu'un qui vient en lettres modernes, il faut qu'il sache que les lettres modernes, voilà les débouchés auxquels les lettres modernes, voilà les débouchés que les lettres modernes donnent en fait. Ou bien on l'a orienté en espagnol, certes, mais il doit savoir que quand on étudie l'espagnol, voilà ce qu'on doit faire avec. Vous pouvez comprendre qu'un étudiant qui a un master, qui est sur le point de finir ses études, quand tu lui demandes tu vas faire quoi, il dit non, je ne sais pas. Vous voyez, déjà ça crée une double difficulté. Oui, une difficulté pour lui-même d'être orienté, mais une difficulté aussi pour la société de pouvoir l'utiliser, puisque lui-même n'a aucune conscience de ce qu'il peut faire. Donc, je propose comme ça que déjà quand l'étudiant entre à l'université, il faut l'orienter, il faut l'accompagner, il faut lui donner des conseils, il faut maintenir cette interaction constante-là afin que son esprit s'ouvre sur ce qu'il est en train d'étudier. Et comme je disais tout à l'heure, ça va lui permettre même de prendre ses propres responsabilités pour dire que si je fais telle recherche ou bien si je vais dans telle direction, je vais avoir telle information. Or, tel que nous les formons, ils sont laissés libres à eux-mêmes, ils sont laissés un peu comme laissés pour compte, ce qui fait que quand ils ont fini leurs études, c'est vraiment, vraiment difficile d'affronter le monde du travail qui, aujourd'hui, sans expérience, ça ne vaut rien. Une formation, on demande à un étudiant, qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'ai un master en sociologie. Mais le master en sociologie, pour un entrepreneur ou bien pour un chef d'entreprise, ça se traduit en quoi, concrètement? Vous voyez? Donc, je disais comme ça tout à l'heure qu'il faut préparer l'étudiant à l'acquisition d'expérience, à l'acquisition de compétences professionnelles. Par exemple, il faut lui faire des stages, il faut lui faire peut-être du volontariat, il faut lui faire peut-être du bénévolat, il faut lui faire peut-être travailler en alternance, etc., afin déjà de le préparer à ce rôle professionnel futur, en fait. M. Kwame, est-ce que les coûts de l'éducation ne seraient pas en eux-mêmes un frein au développement économique du continent, notamment des étudiants et des apprenants? Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, on voit que même dans les universités publiques, ce n'est pas tout le monde qui y a accès. Je me dis que, je prends le cas typique de la Côte d'Ivoire que je connais très bien. À Côte d'Ivoire, on a environ 8 universités publiques pour combien de diplômés ou bien pour combien de bacheliers chaque année, de sorte que le ministère est coincé, il est obligé de faire des choix difficiles, de sorte que, enfin, dans ce cas-là, soit on balance les individus dans des secteurs où ils n'ont même pas demandé, mais parce qu'il y a de la place là-bas, on les balance là-bas. Donc, mais même les universités publiques, en parlant de coûts, les étudiants sont obligés de faire face à un certain nombre de dépenses. Il faut pouvoir s'inscrire, il faut pouvoir peut-être trouver un logement, il faut pouvoir peut-être
trouver le transport, il faut pouvoir trouver la nourriture, etc. Donc, tout ça, c'est des dépenses qui peuvent quand même, à un certain moment, se révéler prohibitives pour la majorité des étudiants. Donc, tout ça aussi, ça peut constituer même un frein à l'éducation ou bien à l'acquisition de savoir ou bien des compétences qui vont aider peut-être l'étudiant plus tard dans le futur, en fait. Alors, on a de moins en moins, on entend parler de moins en moins des bourses accordées par l'État aux étudiants. Est-ce que le retour de ces bourses ne serait pas en plus dans le système éducatif africain? Absolument, absolument. Je pense que la bourse constitue déjà une bouffée d'oxygène pour l'étudiant. Hein. Ça, on ne pourra jamais dire le contraire. Mais vous voyez, avec le nombre croissant, avec la massification de l'enseignement supérieur ou bien de l'éducation supérieure, avec le nombre d'étudiants qui ne cessent de grimper, est-ce que l'État aura les moyens même pour subvenir même aux besoins du tiers de ces étudiants-là? Ça, c'est toute la question, en fait. Parce que les individus deviennent encore plus nombreux, mais est-ce que les moyens de l'État suivent dans ce sens? Je me dis que s'il y avait un tiers des étudiants qui avaient la bourse, peut-être aujourd'hui ce sera le 1/5 ou bien le 1/6. Vous voyez que le nombre se réduit un peu comme une peau de chagrin. Et tout ça, ça va constituer non seulement un poids pour les parents, mais pour l'étudiant lui-même, afin d'atteindre ses objectifs professionnels. Du moins, ses objectifs académiques d'abord, avant peut-être de se lancer dans la vie active. Youssou, est-ce que le problème ne résiderait actuellement pas sur le fait que la promotion des études aux Africains est faite aujourd'hui par les ONG et organisations internationales qui ne peuvent, à elles, dispenser qu'une éducation moderne? Oui, bien sûr. Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important aujourd'hui. En fait, bien qu'on soit indépendant politiquement, mais il y a certains choix que nous ne pouvons pas faire, en fait, surtout en matière d'éducation, où on a tendance à copier sur ce qui vient de là-bas, ce qui vient de l'extérieur, je vais dire, ce qui vient de l'Occident, en fait. On copie bêtement. On peut copier intelligemment, tout le monde le fait. Mais nous, j'ai l'impression que nous copions bêtement. Il y a des choses qui marchent ailleurs, mais on pense que ça va marcher ici. Et on se jette dedans. Donc, même si on doit copier, il faut copier de façon intelligente. Comme on dit, il faut chaque fois acclimater chaque fois les réformes que nous voulons adopter de l'extérieur. Il faut toujours les acclimater. Est-ce que les manuels scolaires mis à disposition des apprenants aujourd'hui ne seraient pas également un problème à l'éducation qu'on voit aujourd'hui avec moins de débouchés dans nos différents pays africains? Effectivement, les manuels, comme je l'ai dit, les manuels comme les réformes, tout ça, c'est des choses qui sont plus ou moins dictées de l'extérieur. Et moi, je le dis parce que on n'est pas indépendant financièrement, en fait. Chaque fois, ce sont les Africains qu'on voit en train de tendre la main, donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Donc, on sait que généralement, l'aide est toujours liée à quelque chose. On ne fait pas l'aide parce qu'on doit vous faire de l'aide, mais on fait l'aide parce qu'il y a quelque chose certainement qu'on veut obtenir. Donc, moi, je me dis que, ça c'est ma réflexion personnelle, je me dis que tant qu'on ne sera pas souverainement, enfin, on ne sera pas libre souverainement, du moins économiquement, on ne sera pas souverain économiquement, ce sera vraiment difficile qu'on puisse décider d'un certain nombre de choses qui sont clés, que l'on pourrait considérer comme prioritaires en Afrique. Avant tout, il faut qu'on ait cette indépendance économique qui va nous permettre de faire nos propres choix, de faire nos propres arbitrages budgétaires pour faire quand on n'a pas besoin de tendre la main ou bien de demander l'aide à qui que ce soit. Tant qu'on n'aura pas cette indépendance financière et même économique, ce sera vraiment difficile qu'on fasse certains choix, surtout en matière d'éducation. Selon vous, quels espoirs et surtout quelle vision pour de meilleurs débouchés sur le continent africain, notamment pour réduire le taux de chômage de la jeunesse? On parle de pratiquement 65% de chômeurs dont l'âge varie entre 15 et 24 ans qui se retrouvent sur le continent africain. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important et très intéressant même comme question. Tout à l'heure, je disais comme ça que d'abord, il faut préparer l'individu au monde professionnel. Il faut le préparer parce que chaque fois, quand on lit les offres d'emploi, non, il faut tel nombre d'années d'expérience. Et là,
les employeurs n'en demandent pas. Ils ne disent pas que non, comme vous venez de sortir de l'université, on va vous faire grâce de l'expérience et tout. Les gens sont exigeants parce qu'ils ont aussi des résultats à atteindre et ça, c'est normal. Alors, je pense qu'en amont, il faut préparer l'étudiant et celui ou bien l'apprenant qui est en formation à ce rôle-là. Ça me dit quoi de façon concrète? Il faut lui permettre d'intégrer, pendant qu'il est en train d'être formé, il faut lui permettre quand même d'évoluer un peu ou d'établir le contact avec le monde professionnel. Ça va lui permettre déjà de développer un certain nombre d'aptitudes que je pourrais appeler attitudes professionnelles et qui vont finalement faciliter son insertion dans le monde professionnel. Je pense que j'ai écrit un livre à ce propos, qui est intitulé en anglais Guide to a Great Career. Et la première des choses que l'étudiant doit faire, c'est déjà, du moins les universités ou les centres de formation, ils doivent chercher à ouvrir des centres de carrière. Les centres de carrière, ça veut dire quoi? C'est des espaces dédiés où les étudiants peuvent venir prendre des conseils à tout moment par rapport à leur vie, et non seulement leur vie même personnelle, leur vie universitaire et leur vie professionnelle. Déjà, quand c'est comme ça, ça prépare l'individu à ce rôle-là. Mais si on continue de former, comme je dis, pour former, ce sera vraiment difficile que l'individu retrouve ses marques une fois qu'il aura fini sa formation. Merci à vous, Rémi Oussou-Kouamé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara et expert en éducation pour la carrière et le développement professionnel. Vous étiez en ligne depuis Bouaké, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. C'était un honneur de répondre à vos questions. Merci. Voilà, c'est un entretien qui marque également la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.